Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Minc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bon, vous écoutiez ce qu'on disait juste avant. On va reparler des retraites, mais vous en pensez quoi? La bourse s'en fiche finalement, parce qu'on est sur Boursorama, les marchés financiers. J'étais tout à fait en ligne avec ce que vous avez dit avec Bruna Bardini. Ça sera sans effet sur la bourse de Paris, même si on a, pardon, pour ceux qui débarquent et qui n'ont pas suivi, le fait d'avoir effectivement un conflit qui peut s'annoncer potentiellement long, perturbé. Et long, vous avez un effet dérivé si c'est un effet sur la croissance. Mais je crois que ça a été dit très clairement. S'il s'agit des boîtes du CAC 40, elles sont toutes très internationalisées. Et l'enjeu français, pour elles, c'est... C'est marginal. Pas toujours marginal, ça dépend marginal. des métiers. Ouais. Il y a en effet des boîtes industrielles où la France est 15%. Dans les boîtes de services, c'est beaucoup plus, plus que ça. Enfin, c'est pas ça l'essentiel. Et puis même si la bourse baisse un peu, elle est tellement montée, ce ne sera vraiment pas la fin du monde. Ce qui a fait monter la bourse, tiens, c'est notamment les taux négatifs. Et là, on a vu un truc passer hier, inédit. Alors pour le coup, on est en Allemagne, mais l'Allemagne, c'est quand même pas très loin de nous. Une banque, certes coopérative et pas la plus grosse, facture dès le premier centime d'euro, facture 0,5% les taux négatifs donc à tous les épargnants, à tous ses clients. Jusqu'à présent, les taux d'intérêt négatifs concernaient, encore une fois, en Allemagne, uniquement les dépôts supérieurs à 100 000 euros à la Minc. Encore une fois, on arrive aujourd'hui en Allemagne, une banque sur 4, 25% des banques facturent les taux négatifs aux particuliers. Est-ce que ça nous pend au nez, oui ou non, en France, si la politique monétaire reste en l'état? Ça pend au nez, comme vous dites, de toute la zone euro. Je pense que les taux zéro, voire les taux négatifs, s'ils sont durables, et tout laisse penser qu'ils le seront, quelques années, c'est une vraie révolution dont on n'a pas encore mesuré exactement les conséquences. Révolution y compris dans les comportements. L'idée que vous devez payer pour prêter de l'argent à quelques très bonnes entreprises, ou à l'État français. C'est la nouvelle norme, ça. Oui, non, mais c'est comme ça. C'est-à-dire quand l'État français... C'est une hérésie. Théoriquement, c'est une hérésie. C'est une révolution. Il n'y a pas d'hérésie. Les faits ne sont jamais une hérésie. Mais c'est une révolution dans les conséquences. Alors une anomalie, alors. C'est pas une anomalie. C'est un fait nouveau qui change fondamentalement le décor et qui donc mettra un certain temps à modifier les comportements. Et ce que vous indiquez là, qui deviendra en effet la norme, changera les comportements. Les gens laisseront beaucoup d'argent sur leur compte à vue, en payant pour mettre sur leur compte à vue. Les obligations ne rapportent rien, donc il faut aller vers des placements autres. C'est bon pour le marché action, très bon pour le marché action, car une action, elle rapporte au moins un dividende. 3,5% en moyenne sur le CAC 40. C'est bon pour les placements à risque à travers des fonds pour l'épargnant individuel qui ne peut pas y aller de lui-même, sur les fonds de private equity. Donc c'est bon pour les actifs financiers. Bon, pas seulement, c'est bon pour les actifs réels. C'est-à-dire que c'est bon pour l'immobilier, c'est bon pour les œuvres d'art, et c'est bon pour quelque chose dont on annonçait à tort la fin, qui s'appelle le cash. C'est-à-dire, on disait qu'il y avait des économies, qui allaient être des économies sans cash. Mais cash is king. Le cash va redevenir king. Oui, enfin, il vaut mieux garder sous son matelas de l'argent que de payer la banque pour le lui donner. Donc ça ne deviendra pas gigantesque. Mais on est au début d'un processus. D'une révolution, mais qui a des aspects positifs et des aspects négatifs. Et c'est là la question de la balance entre les deux. Mais l'histoire a toujours appris que les révolutions ont des côtés positifs et des côtés négatifs. Mais ça n'a aucun... Le sujet n'est pas de dire « Ah, il y a plus d'effets positifs que d'effets négatifs ». C'est comme ça. Donc il faut prendre le monde tel qu'il est. La raison pour laquelle les taux sont négatifs, ça n'est pas que l'action de la Banque Centrale Européenne. C'est qu'il y a un problème d'allocation entre une épargne surabondante et une capacité d'investissement qui n'est pas au même niveau. Alors, pour commun des mortels, ça veut dire quoi, capacité d'investissement qui n'est pas... Pourtant, les taux sont bas, donc ça devrait pousser les entreprises à investir. Mais ça les pousse. Il y a plus d'épargne parce que c'est le vieillissement. Mais pas à la mesure de cet argent liquide qui a été créé dans des proportions considérables. Il y a un pays qui connaît cette situation depuis assez longtemps, qui est le Japon. Alors le problème du Japon est assez différent
parce qu'en réalité, les Japonais financent eux-mêmes la dette de leur propre État. Tout ça est en autarcie. C'est un système bouclé, le Japon. Nous, ce n'est pas la même chose. Enfin, nous sommes assez bouclés à l'échelle de l'eurozone. Avec une faible part du commerce extérieur vers le monde extérieur, une monnaie unique. Il faut comparer le Japon à l'eurozone. On ne peut pas comparer le Japon à chacun de nos pays. Et c'est souvent la question qu'on pose, les banques centrales, elles sont piégées, elles ne pourront jamais remonter leur taux d'intérêt parce que sinon... On peut pas ça on peut, parce que la croissance est d'1% en zone euro, parce que le prix d'obligation est tellement élevé, parce que... Non, ça dépend d'une seule chose, l'inflation. C'est l'inflation. Là, l'événement qui s'est produit, on nous a tous enseigné, en réalité, que quand on crée de la monnaie, ça fait à terme de l'inflation. C'est faux. Ça fait l'inflation sur les actifs financiers. Attendez, on a aussi dit que quand il y a plein emploi, ça s'appelait la courbe de Phillips, qui a régi toutes les politiques économiques depuis des décennies, ça fait monter l'inflation. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que nous avons des économies en plein emploi, les salaires, très logiquement, augmentent, mais ils augmentent dans l'économie où il y a des syndicats pour obtenir ces augmentations de salaire. Prenez le cas de l'Allemagne. Oui, il y a plein emploi, donc les salaires augmentent dans les grandes boîtes industrielles. Sauf que les grandes boîtes industrielles représentent une peau de chagrin du produit intérieur. Dans l'économie ubérisée, vous n'avez pas de syndicats. Dans l'économie ubérisée, vous n'avez pas de mécanisme de transmission des hausses. plaide pour des syndicats forts. Mais j'ai toujours pensé que le système capitaliste a besoin de syndicats forts et qu'une des lacunes majeures de la France, c'est la faiblesse des syndicats. Nous sommes le pays le moins syndiqué de l'OCDE. Bon, on pourrait parler de ce sujet-là pendant très longtemps, mais donc à vous écouter finalement, les taux négatifs, il ne faut pas s'en inquiéter plus que ça, même si ça coûte cher aux banques, ça met à mal les assureurs. Non mais vous êtes vraiment, excusez-moi, on se connaît depuis longtemps, dans le syndrome journalistique qui est que pour être vu, il faut faire un peu d'angoisse. Il ne s'agit pas de faire sans inquiéter. C'est un état de fait. La seule chose dont pour les épargnants, c'est une catastrophe en plus pour les épargnants quand même, qui sont tendus, les pauvres. Non, ils changeront leur allocation d'épargne. Ils prendront plus de risques. Mais ils prendront plus de risques ou ils achèteront d'autres actifs. Et puis, moi, je déteste me lamenter de quelque chose sur lequel on n'a pas d'influence. On s'interroge sur la manière de s'y adapter. Mais dire c'est une catastrophe, ça ne fait pas avancer, comme disent les enfants, le schmilblick. Donc il faudra changer sa façon d'épargner, prendre plus de risques. Mais bien sûr, mais les gens, vous croyez que les gens qui vont voir qu'on leur retire de l'argent parce qu'ils ont laissé l'argent dans cette banque allemande, ils ne vont pas dans 6 mois changer leur comportement? Donc je reviens à ma question première parce qu'on a dérivé là pour le coup. C'est pas mon fait. C'est tous les deux. Alors, ça nous pend au nez en France d'avoir encore une fois, dès le premier euro, si ça dure, bien sûr, d'avoir des banques qui prélèveront, qui factureront les taux négatifs sur les dépôts des clients. Bien sûr, si ça dure, c'est quelque chose qui sera très difficile à éviter. Deuxième sujet évidemment fort dans l'actualité, Alain Minc, ces nouvelles prévisions du corps, Conseil d'orientation des retraites, on en parlait hier avec Jean-Pierre Levat qui était à votre place. Confirmation d'un déficit en 2025 entre 8 et 17 milliards d'euros, probablement autour de 10 ou 12 milliards d'euros. Est-ce que ce nouveau rapport financier met la pression sur l'exécutif? Il y a deux sujets sur les retraites. Il y a un sujet d'équilibre financier des régimes tels qu'ils sont aujourd'hui. Il y a le financier, il y a l'équité, vous allez me dire. Il y a l'équité d'un côté et le financier de l'autre. Je vais peut-être, n'essayez pas de deviner. Ça remet le projecteur sur quelque chose auquel on n'échappera pas, qui est ou de faire bouger l'âge de la retraite, ou de faire bouger le nombre de trimestres de cotisation, ou il faudra réduire les pensions. C'est de la plomberie, c'est un système simple. Mais ce trou de 10 milliards d'euros, il est vraiment ingérable, Alain Minc? 10 milliards d'euros à horizon 2025 ? Vous voulez entrer dans une mécanique où on finance les retraites à crédit, comme on finance les nouveaux crédits de l'hôpital à crédit, comme on finance les États et le nôtre en particulier à crédit, c'est pas possible quand même. C'est pas parce que l'argent est facile. Bon, ça c'est un premier sujet, c'est un sujet classique qui s'est posé depuis des décennies et qui a donné lieu à la réforme Sarkozy sur le déplacement de l'âge de la retraite à 62 ans ou à la réforme sous François Hollande du nombre de trimestres de cotisation et la loi Touraine. Et puis il y a autre chose qui est la volonté des pouvoirs publics de changer fondamentalement le régime de retraite pour créer un régime universel. Moi là-dessus j'ai une vision très simple, c'est que c'est une bonne réforme à une seule condition,
on l'applique à ceux qui arrivent sur le marché du travail maintenant. Pourquoi? La clause du grand-père. Non, mais c'est un mot idiot, la clause du grand-père. Alors, disons la clause du petit-fils. Pourquoi c'est un mot idiot? D'abord, il faut savoir d'où ça vient, l'expression la clause du grand-père. C'est une expression américaine qui est pratiquée à Wall Street sur certains montages. Je ne sais pas comment elle a fini dans le débat actuel sur les retraites, mais peu importe. Moi, je préfère dire tout simplement qu'on l'applique aux primo-arrivants sur le marché du travail. Les nouveaux entrants. Les nouveaux entrants sur le Donc marché du travail. Donc c'est une réforme qui produira ses effets dans 40 ans. Mais monsieur Delvoye, avec son système dont on ne sait pas où il va, il en est déjà à 30 ans. Pourquoi c'est la seule réforme possible? Vous avez aujourd'hui 42 régimes. Vous allez avoir, dans la réforme telle qu'elle avait été mise sur la table au départ par M. Delvoye, des gagnants et des perdants. Sauf que les gagnants ne diront pas un mot et les perdants hurleront. Et ils auront raison d'hurler. Parce que quand les gens sont entrés dans la vie professionnelle, dans les professions concernées, ils sont entrés sur un contrat social, un contrat précis qu'on est en train de remettre en cause. En contrepartie. Donc si on dit, comme on commence à le dire à certaines professions, mais vous inquiétez pas, on va compenser. On peut compenser pour les 42 régimes, mais si on compense pour les 42 régimes, ça fait des dizaines de milliards supplémentaires, alors qu'il y a déjà la contrainte qui existe telle qu'elle est aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut dire, il faut que ça participe du contrat qu'on passe avec les jeunes générations, et ça participe très bien du monde dans lequel eux vont entrer. C'est un monde de grande flexibilité, de grande mutation professionnelle, et où donc faire un système unique, équivalent, qui suivra toutes les péripéties de leur vie professionnelle, c'est intelligent et c'est rationnel. Dans 40 ans, en effet, ils se rappelleront que leur retraite aura été mise en place par le président en 2020 qui s'appelait Emmanuel Macron. Voilà, bon. Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant dans cette approche-là. Donc il faut, si je vous résume à la main, qu'il faut dissocier la réforme systémique de l'équilibre financier en 2025. Mais bien sûr. En gros, il faut mettre d'abord les comptes d'équerre à vous écouter. Non. Et ensuite... non, attendez. Le 2025 venait dans la réforme proposée par M. Delvoye du fait qu'on passait tout le monde au nouveau système avec des délais à partir d'un équilibre financier qu'on établissait en 2025. Dans mon système, ça n'a rien à voir. Dans mon système, entre guillemets, je veux dire, le régime des primo-arrivants commence maintenant. En revanche, pour tous les salariés actuels, il faudrait leur offrir d'ailleurs la possibilité, s'ils veulent, délibérément passer du système actuel au système à points. Ça, on peut donner la faculté. Je ne sais pas si... Je pense que pendant des années, ils ne le feront pas et puis qu'au bout d'un certain temps, ça se ferait. Mais en revanche, le vieux système, il faut le remettre à un équilibre raisonnable et donc il faudra jouer sur la durée de cotisation. Donc le président, qui d'ailleurs l'avait dit à Rodez, il avait dit à Rodez, s'il y a 8 ou 10 milliards d'euros, les Français devront travailler plus longtemps. Mais on se dit qu'avec le climat social et ce qui nous attend en décembre, cette assertion peut sembler, pas caduque, mais... Non, c'est pas qu'elle est caduque, c'est qu'il va falloir ruser avec le climat, avec la CFDT. Mais on ne ruse pas avec les faits. Le problème avec la CFDT, c'est que la CFDT, pour des raisons idéologiques profondes, est pour le régime à points depuis longtemps. Donc, le syndicat qui est le plus proche du gouvernement est le syndicat qui est opposé à la mutation du projet de réforme vers uniquement les nouveaux arrivants sur le marché du travail. Ça complique beaucoup les choses. Deuxièmement, c'est vrai que si vous voulez réformer le système structurellement et en plus mettre une contrainte qui n'est jamais bien ressentie pour rétablir l'actuel système à l'équilibre, trop c'est trop. Donc il va falloir faire de la politique et faire preuve d'habileté. Certes, mais c'est le seul allié aujourd'hui du président et du gouvernement, la CFDT, qui a dit pas de mesures paramétriques, pas de mesures correctrices d'âge. La CFDT a accepté, en tant que signataire et acteur important des régimes complémentaires, des mesures telles que celles dont on parle pour le régime général. Le régime complémentaire, l'ARJIC-ARCO, pour les cadres, a pris toutes les dispositions, enfin les cadres en partant d'un niveau assez bas, a pris toutes les dispositions pour se mettre à l'équilibre et avec l'accord ils l'ont fait entre partenaires sociaux et avec simplement la bénédiction des pouvoirs publics. Donc les syndicats sont face à un certain nombre de faits réalistes, la CFDT la première. Mais là,
on ne peut pas faire en sorte que les deux sujets convergent. La vraie convergence, ce n'est pas celle des luttes. La convergence, c'est celle des mesures. Là, ça deviendrait explosif. Donc, à vous écouter, d'un côté, il faudra faire de la politique pour faire passer ces mesures correctrices, plus de trimestres allongés ou aller plus vite sur les trimestres de cotisation, pour avoir l'équilibre. Mais l'équilibre, il se l'est fixé tout seul, d'ailleurs, le président de la République. C'est lui qui a dit il faudra être l'équilibre en 2025. Personne ne l'a contraint. Mais attendez, si on dit, finalement, on fait le régime à point pour les primo-arrivants et on renonce à l'imposer aux salariés actuels. Donc même dans le privé, pas de différence entre le public et le privé, pour tout le monde. Les primo-arrivants, fonctionnaires ou pas fonctionnaires, seront dans le régime à point. Ouais. Tout le monde pareil, mais pour ceux qui entrent maintenant sur le marché du travail. De l'autre côté, je pense qu'il faut ouvrir un dialogue, comme ça a été fait pour les retraites complémentaires, avec les syndicats, qui prendra un certain temps, mais pour arriver à des mesures qui sont des mesures, on a le choix entre déplacer l'âge de la retraite ou modifier la loi Touraine, c'est-à-dire accélérer la prise en charge. J'ai le sentiment que vous faites litière de ce que disent les syndicats, encore une fois, entre la CGT et il faut qu'ils disent il faut retirer tout le projet, et du côté des CFDT qui dit non, pas de mesures. Enfin, je veux dire. Mais je ne fais pas litière. Vous ouvrez un moment, un dialogue. Chacun est dans la posture aujourd'hui. Chacun est dans la posture et pas dans l'imposture, mais un peu dans l'imposture, parce que, en particulier, les syndicats ayant déclenché la grève, pour certains reconductibles, pour d'autres non, du 5, tout le monde est en train d'essayer de mesurer ce que sera le rapport de force. Mais on ne sortira pas de cette affaire sans apporter des modifications au projet Delvoye. Alors, on peut dire, mais les Français ont voté... Delvoye, il dit, pardon, je coupe, mais Delvoye, il dit en gros, si on fait, on applique la cause du grand-père, du petit-fils à tout le monde, la réforme n'est plus la réforme, et il n'a pas dit comme ça, mais on a le sentiment que c'est un peu enterré. Non, mais Delvoye, il bosse matin et soir depuis 2 ans, et on est en train de démonter le Lego qu'il a monté. Ouais. On comprend qu'ils ne le prennent pas très bien, bon, mais ce n'est pas quand même l'essentiel de cette affaire. Quand il dit, moi j'ai une transition de 30 ans, mais la clause du primo-arrivant, c'est 40 ans, ça c'est plus une réforme. Voilà, bon, c'est pas agréable pour lui de voir qu'il va falloir démonter son Lego. Hein. Bon, il y a cette grève, encore une fois, potentiellement limitée, encore une fois, qui arrive là au mois de décembre. Il faudra déminer avant ou d'abord regarder le rapport de force politiquement, et éviter des turbulences, des perturbations sociales qui vont nous rappeler de mauvais souvenirs quand même. Tel que la boule est en train de rouler sur le tapis, je ne suis pas convaincu qu'on peut déminer avant. Je ne sais pas. Je pense que si aujourd'hui on disait ça ne s'applique qu'aux primo-arrivants, je crois que la machine est lancée, le 5 décembre aurait lieu. Mais il n'y a pas de bonne réponse à votre question. C'est l'après 5 décembre qui est problématique aujourd'hui, c'est pas 5 décembre, c'est l'après. Faire avant, je ne sais pas si ça démine réellement. Faire à chaud, ça dépendra de l'ampleur du mouvement. Et attendre que le fleuve soit rentré de lui-même dans son lit pour faire après, je n'y crois pas. C'est très compliqué politiquement. C'est une situation, une des plus difficiles qu'on ait connues de ce point de vue depuis longtemps. Ouais, c'est un peu une épreuve de vérité, on dit ça à chaque fois, pour cette réforme des retraites qui quand même donne le sentiment que ce n'était pas l'urgence non plus. Non, mais ce n'était pas l'urgence. C'était pas l'urgence. Il s'est quand même lancé dans un chantier titanesque, inflammable, alors que ce n'était pas l'urgence dont a besoin l'économie française aujourd'hui. Je pense, si vous voulez, qu'une vision juste de long terme amène à amener ce dossier et que ce n'était pas en effet l'urgence. Donc c'est une erreur politique de le mettre à l'agenda aussi vite. Pardon d'être obsessionnel. Oui. Comme c'est une réforme juste, un projet juste, je pense que si vous dites ce projet juste est un projet qui fonde le contrat social pour les prochaines décennies et donc je le lance aujourd'hui pour les jeunes, je pense qu'à ce moment-là, on est dans un univers cohérent. Ce qui était risqué, c'est de dire on va faire basculer les gens qui sont aujourd'hui au travail et dont la retraite a été établie par des règles qu'ils ont acceptées, les faire basculer dans le nouveau système. Donc, de ce point de vue, en effet, il y a eu une prise de risque, mais après, il faut la régir. En revanche, si vous me permettez de terminer là-dessus, tout le monde dit si le gouvernement recule sur la réforme des retraites, avec simplement les primo-arrivants, il ne réforme plus, le quinquennat est fini. C'est faire litière des 2 réformes incroyablement importantes qui ont donné lieu à des textes au mois d'août,
la réforme douloureuse des allocations chômage, mais dont vous verrez l'effet sur le marché du travail. Un bain de sang, a dit Laurent Berger de la CFDT. C'est normal qu'il le dise. D'abord, c'est le seul syndicat qui se préoccupe des chômeurs. C'est le mérite de la CFDT. Les autres syndicats, vous ne les avez pas beaucoup entendus, parce que les syndicats, ils s'occupent en général des salariés et guère des chômeurs. Il n'y a que l'altruisme de la CFDT qui fait qu'elle ose parler sur ce sujet. Et deuxièmement, a été promulguée une réforme de la fonction publique dont les conséquences à long terme sont majeures. Oui, mais le quinquennat, il reste 2 ans et demi. On est seulement à la moitié du quinquennat. Non, mais il y aura d'autres réformes, ne vous inquiétez pas. Et vous aurez nécessairement des projets qui seront ceux du projet présidentiel pour 2022. Donc dire, si on recule sur la réforme des retraites, le quinquennat est fini. Et ça serait quoi, pardon, la main qu'on finit là-dessus, ça serait quoi un recul pour vous? Parce que dans ce bras de fer... Mais pour moi, c'est pas... Pour moi, c'est... Non, mais s'il n'y a aucune mesure correctrice paramétrique, encore une fois, sur les mesures d'âge... On sera obligé de les faire. Entre maintenant, on sera obligé, et les gouvernements... ça va couiner, hein. Non, mais les gouvernements l'ont toujours fait. Il y a eu 10 manifs de plus d'1 million de personnes contre le passage à 72 ans de l'âge de la retraite. Je veux dire, il y a eu des manifs sous le quinquennat de François Hollande contre les projets Touraine. Ça, on n'y peut rien. On ne coupera pas à accroître accroître la durée de travail. Emmanuel Macron l'a dit. De toute façon... il l'a dit à Rodez. Il a dit 10 milliards, il faudra demander aux Français de travailler plus longtemps. C'est l'œuf de Colomb. Les gens vivent plus longtemps. Depuis la réforme de François Mitterrand en 80, mettant l'âge de la retraite à 60 ans, je crois que l'espérance de vie a dû augmenter, je sais pas, de 7 ou 8 ans. Pour vous faire sourire, quand Bismarck a instauré la retraite, l'âge de la retraite, en réalité, si vous appliquiez aujourd'hui l'écart entre l'espérance de vie et l'âge de la retraite au monde d'aujourd'hui, les gens partiraient en retraite à 94 ans. D'accord. Donc le compte n'y est pas. Et l'espérance de vie change les paramètres, c'est une vraie réalité. Après, qu'on s'occupe des professions à pénibilité, oui, mais c'est normal et ça a été fait. Mais sinon, c'est un fait. Bon, voilà, en tout cas, politiquement, on ne sait pas trop comment ça va se terminer, même si, à vous écouter, le vrai recul, ça serait juste que le président ne cherche pas l'équilibre financier en 2025. Ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ne vous engagez pas trop là-dessus, on verra à l'avenir pour peut-être vous contredire. Eh bien, je vous fais le pari que vous aurez, d'ici la fin du quinquennat, inévitablement, des mesures pour rétablir l'équilibre du régime. Vous m'inviterez à la fin du quinquennat. Oh, mais on se reverra avant, cher Alain Minc. On fera un point. D'accord. Allez, merci d'avoir été avec nous, Alain Minc, donc, l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.